Ok. Donc bienvenue ce soir. Donc il se trouve que je suis content d'être là au MUG ce soir de Lyon, puisque je suis lyonnais aussi. Alors certains ne le savent pas, Comic Strip est né à Lyon. Ça a été fondé en fait ici avec donc en fait en réalité Étienne, le dessinateur, qui est un très bon ami d'enfance, et moi-même, qui est donc la personne qui écrit les strips en fait. Voilà. Donc moi je suis codeur, j'écris les strips. Donc d'ailleurs à l'heure actuelle, je pense qu'Étienne a envoyé celle de ce soir, ouais, j'espère. Et à 18h30, on fait traduire, à 19h, c'est live. Bon, et quand il n'y a pas, c'est que, bon, bah, il y avait une mise en prod à faire. Voilà. Donc c'est des fois, on peut pas. Mais voilà, en général, on essaie quand même de l'envoyer tous les soirs. Et voilà, à 19h, quand c'est possible. Donc, et voilà. Aujourd'hui bah, justement, je suis à Lyon et j'aime bien parce que bah, moi, perso, j'habite à Lyon, même si je travaille principalement à Paris ou en Asie. Mais donc là, la dernière fois, je disais ça à ma mère. Je disais, bah voilà, je vais faire un truc au MUG à Lyon. Elle me dit, oui, c'est pour ta BD. Je pourrais avoir un format, je pourrais avoir le livre et tout. Je fais, ouais, bah, t'as pas comprendre grand-chose, quoi. Et du coup, elle me dit, je dis, ah oui, ça va être des conférences, des blagues d'ordinateur et tout. Elle me dit, ah bah oui, voilà, tu vas faire de l'ordinateur. Donc effectivement, ça fait partie des métiers qu'il faut expliquer et réexpliquer. Sans quoi, bah, ça finit toujours par il fait de l'ordinateur. Voilà, ça veut dire. Et donc, la dernière fois, je me suis mis en tête de lui expliquer une bonne fois pour toutes, c'était quoi, voilà, nos métiers. Donc, je vous dis bienvenue à tous dans cette session la plus technique, la plus pointue, peut-être la plus difficile des meufs de Lyon, le code expliqué à ma mère. Alors, bah, je commence par lui dire que je suis codeur, que je développe des applications. Elle me dit, ah bon? Je croyais que tu étais ingénieur informaticien, que tu faisais des logiciels. Bon, on va commencer par le début. Je vais lui expliquer que voilà, ce que c'est qu'un codeur, ce que c'est qu'un ingénieur, un webmaster, que c'est, voilà. Donc, le codeur, comme son nom l'indique, eh bien, il code. L'ingénieur informaticien, bon, voilà, rien à voir, il code aussi. Alors après, il y a tout un tas de sortes de personnes, hein, bien sûr. Il y a le lead développeur, bon, bah, il code aussi. On a maintenant les fameux DevOps, bon, bah, il code aussi. Hein. Le data engineer, le développeur full stack, même l'analyste programmeur, voilà, tout le monde code. Je lui dis, bah écoute, maintenant, ce sont des gens qui codent, ils écrivent du code pour des applications et des logiciels. Bon. Elle me dit, ah bon? Bah c'est comme Jérémy. Jérémy, le fils du voisin. Je lui dis, non, Jérémy, ça n'a rien à voir, il est sysadmin. Alors voilà, Jérémy, ami d'enfance, c'est l'ami en fait avec qui j'ai découvert l'informatique, voilà, pour ma génération. Alors, je vois qu'on a un peu, on est un peu dans les mêmes âges, hein, mais bon, pour ma génération, la génération Windows 95, quelque part, voilà, c'était les années 90. Je me souviens très bien du début des années 90. À l'époque, nous avions qu'une seule idée en tête, Pentium ou Casio 86. Et heureusement, l'ordinateur individuel était là pour nous éclairer avec sa disquette fournie et son test pour savoir si nous étions prêts pour Windows 95. Bien sûr que j'étais prêt, même si le seul ordinateur que je n'avais jamais touché, c'était un vieil IBM en cours de techno avec 2 floppy disks et même pas de disque dur. Bien sûr. Vous en souvenez peut-être aussi. Bref, mais un beau jour, mon père arrive avec quoi? Un ordinateur. Alors je me souviens qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de constructeurs, hein, il n'y avait pas beaucoup de marques. Si vous vous souvenez, il y avait qui? Il y avait déjà IBM peut-être, oui, il y avait Dell, HP, Apple bien sûr, il y avait déjà Apple. Mais non, mon père, lui, avait choisi un Packard Bell. Voilà. Mais c'était un Pentium. C'était un Pentium, c'est ce qui coûtait. Et à l'époque, en fait, alors pourquoi il avait acheté un Packard Bell? Pourquoi il avait acheté un Packard Bell? En fait, à l'époque, il faut se souvenir de quelque chose de très important, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'internet, peu de piratage, à vrai dire, pas beaucoup d'open source, et il y avait un argument de vente très important, c'était les logiciels inclus. Avec Packard Bell, on avait 40 logiciels inclus. 40 logiciels inclus, sans quoi l'ordinateur perdait toute sa raison d'être, bien sûr, sans software. Et donc, il y avait quoi dedans? Alors, dans ce genre de machine de course, hein, voilà, c'était ça, hein, c'était 100 MHz, s'il vous plaît. 100 MHz, 8 mégaoctets de RAM, voilà, c'était la Rolls, voilà, c'était très bling bling. Mais qu'est-ce qu'il y avait avec ça?
il y avait CorelDRAW. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé CorelDRAW. Dans le monde entier, voilà, je pense que personne voilà, n'a accédé directement. Il y avait aussi le mythique ou mystique École Dauphin, voilà, bien sûr. Et un qu'on a oublié, Feu Microsoft Works. Et oui, mais qui nous a pourtant été bien utile à des moments clés de notre vie. Et en fait, cet ordinateur avait une option qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, et je le regrette. Je le regrette puisque elle nous a pourtant sorti de souvent de bien des misères, des problèmes. Cette option, c'est le bouton turbo. Voilà, bon. Le secret de fonctionnement du bouton turbo était bien sûr réservé aux plus experts d'entre nous. Mais je me souviens à cette époque-là, ce qui était important, ce qui était un truc de dingue, c'était... Alors, je parlais de ça avant quand même, parce que avant de vous parler de Windows 95 et de tous ces logiciels, il y avait quand même, voilà, sur cet ordinateur, un 100 MHz. Il faut avoir en tête que, bon, là je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens, il y en a quelques-uns peut-être, mais il y en a certains qui me disent, oh là là, 100 MHz, t'es un gamin mon pote, nous on a commencé sur... voilà. Et c'est vrai, donc je voudrais quand même saluer ceux qui ont commencé sur ce genre de TI-99 de 1979, voilà. Ou bien Epson Abacus, voilà, deux floppy disks bien sûr, le top. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas nommer le Commodore 64, culminant à 1 MHz et 64 kilooctets de mémoire, ah, quand même. Mais pour revenir à la génération justement Windows 95, il y avait quelque chose de dingue dans Windows 95, vous l'avez vu, le menu accessoire. Tu pouvais passer ton après-midi entière sur le menu accessoire. D'abord, je me souviens très bien, la loupe. La loupe, tu prends la loupe, tu fais tout ton écran, et tu es content. Le magnétophone, tu pouvais remplir de gros fichiers Wave énormes ton disque dur, voilà, de 1 minute maximum, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et pendant 1 minute maximum, mais certains avaient réussi à dépasser la limite d'1 minute. Chapeau. 3, il y avait également quoi? Le Notepad, et sa version sur stéroïde, le WordPad, et bien sûr la calculatrice avec son mode scientifique. Que de boutons, que de boutons. Mais il y en a un dont je me souviens particulièrement, bien sûr, c'est Paint. La première fois que tu ouvres Paint, tout le monde fait la même chose. Voilà, tu prends la souris, tu essaies d'écrire ton nom, et là tu regardes ton pote, tu lui dis donc, elle écrit mal ta souris. Mais honnêtement, je n'étais pas inquiet parce que je savais qu'un jour, je suis capable de faire comme mes parents, comme les adultes, j'arriverais à faire des clip art sous Paint. Il faut être que fait sous Paint, honnêtement. Même si, peut-être que certains d'entre vous ont été achetés comme moi des CD de clip art, voilà, 10 000 clip art, des librairies entières, on passait des journées entières à choisir le bon clip art pour Word. Mais bon, voilà, ça c'était le menu accessoire. Mais il y a un truc qui me donnait la chair de poule, et j'en ai reparlé il n'y a pas très longtemps sur le blog, c'est ça. Le screensaver. Voilà. Bon, effectivement, dans mon souvenir, c'était Retina ce truc, hein, mais bon, là. Bon. En tout cas, ça, c'était une bonne expérience. Mais une fois qu'on avait terminé de jouer avec le menu accessoire, une fois qu'on avait terminé de cliquer sur tout ce qu'il y avait, qu'est-ce que tu fais? Comme bon codeur, tu trifouilles, tu ouvres ces deux points, / Windows, et tu te mets à cliquer sur tous les fichiers exe qui traînent. Bon, la plupart du temps, heureusement, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a une fois, je suis tombé sur un fichier exe qui a retenu ma mémoire, enfin mon souvenir, c'est defrag.exe. Defrag.exe, tu pouvais passer, voilà. Tu étais tellement content de regarder ces petits carrés. Hélas, aujourd'hui, plus très utile. Et voilà, c'était les bons fichiers exe qu'on trouvait. Mais à un moment donné, t'avais beau bien sûr, cliquer sur tous les fichiers exe, dépouiller le menu accessoire, à un moment donné, bah, tu n'as plus rien à faire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au magasin et tu vas acheter un logiciel, un jeu. Je me souviens du premier jeu que j'ai acheté. Moi, c'était Half-Life. Donc, je rentre chez moi, c'est la boîte d'Half-Life, je regarde. Il me manque 50 mégaoctets.
Donc là, j'ai qu'une idée, bien sûr, je vais demander à un expert, mon ami Jérémy, un expert bon, de 12 ans, mais expert quand même. Et là, on regarde ensemble et il me dit, attends, fais-moi voir ça. Il regarde le logiciel, il me dit, c'est quoi ça, ton logiciel Système 32 ? Bon, vous connaissez la suite. Bon, sauf que moi, le lendemain, mon père avait besoin de l'ordinateur pour faire sous publisher le menu de mariage de ma sœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, direction boulanger. Le magasin IFI, hein, pas l'autre, parce que moi je ne comprenais pas quand j'étais jeune. Donc, on va au magasin, et là, miracle, l'OS tout neuf. Honnêtement, la sensation de l'OS fraîchement installé, c'est une sensation qu'on peut vraiment qualifier de miraculeuse. Et donc voilà comment on se dit avec Jérémy, très bien, on va être codeur, soyons codeurs, et on se lance dans les études des codeurs. Voilà, donc, comme certains d'entre vous ont dû le faire, école d'informatique, école d'ingénieur, et qu'est-ce qu'on retrouve en école d'ingénieur? Les camarades de promo. Alors il y a qui parmi les camarades de promo? On se souvient, il y en a un, je me souviens, il venait tout le temps juste pour profiter de la connexion internet. Voilà, le mec il vient, télécharge. Immédiatement il ouvre le laptop, tac, il télécharge. Et on se demande bien ce qu'il télécharge. C'est distribution Linux sans doute. Et l'autre personne qui, pendant que toi, tu supprimes Système 32, lui, il passe à Certif Microsoft. Voilà, très bien. Ok. Il y a le mec, il vient en école. Bon, nous, on est passionnés, hein, on aime bien coder et tout, c'est notre kiff. Voilà, lui, il vient en école d'ingénieur, il n'a pas envie de coder. Il veut être quoi? Il veut être chef de projet, bien sûr. Qu'est-ce que tu fous là, mec? Voilà. Et bien sûr, bon, alors, tu connais un peu ces personnes-là, mais en réalité, tu ne connais pas du tout le monde. Tu ne connais pas du tout l'amphi, mais il y a une personne, tu sais très bien où elle est, tu sais très bien quelles sont ses options, tu sais très bien d'où elle vient et où elle va. C'est la fille de la promo. Mais de tout cela, il y a aussi une personne dont je me souviens, dont j'ai un souvenir en fait un peu mitigé entre de l'admiration et de la perplexité. C'est la personne, elle paye 5 000 € et elle vient pas. Tu te demandes ce qui se passe, hein. Le mec, attends, c'est pas comme à la fac, le mec qui s'inscrit à la fac, il vient pas, c'est pas grave, c'est gratuit, mais lui, il se démonte pas, il paye 5 000 € et il vient pas. Mais donc voilà, ça c'est les camarades de promo, et à la fin, voilà, on sort des études et on se retrouve sur le marché du travail. Et à vrai dire, le travail, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque, puisque c'est pas ce qui manque. Mais heureusement, moi j'ai eu la chance de tomber à la fin des études sur un vieux codeur qui m'a donné d'excellents conseils. Parce qu'effectivement, on apprend des choses à l'école, mais on n'apprend pas forcément ce qu'il faut. Et il m'a dit, écoute Thomas, pour être un excellent codeur et donc réussir ta vie, il me dit, il y a des compétences indispensables que tu dois maîtriser, et donc en premier lieu, savoir installer les drivers d'imprimante. On ne l'apprend pas forcément à l'école, hein, et c'est une erreur, puisque tôt ou tard, vous serez confronté à ce challenge au cours de votre carrière. Moi, par exemple, une fois, j'ai réussi à installer une imprimante en Wi-Fi, j'ai eu une promotion. À côté de ça, à contrario, j'ai un collègue, il n'a pas réussi, aujourd'hui, il code en VBA, le mec. Il est développeur Excel. Bon, il en faut, on est chez Microsoft. Mais bon, ça c'est une compétence évidemment de base. Et la dernière fois, j'ai un autre collègue qui vient me voir, il me dit, Thomas, j'ai un problème, les chiffres sont cassés. Les chiffres sont cassés. C'est là que je sors ma botte secrète, le numlock. J'ai eu des primes exceptionnelles pour maîtriser du numlock. J'ai sauvé des milliers d'heures dans la boîte pour maîtriser le numlock. Voilà, mais ça, ce sont les compétences indispensables qui vous permettront de survivre en entreprise. Également utile de nos jours, le support et la maîtrise du débogage Android. Alors, même si sur ce sujet-là, parce que vous savez, il y a toujours un mec dans l'open space qui ne sait pas se servir de son Android, qui n'a plus de place pour installer les applications, qui ne sait pas le router, bref, genre de mec qui répond au spam, quoi. Et, bref, même si sur ce sujet-là, je crois que je préfère les Apple users, et donc on leur iPhone. D'ailleurs, effectivement, la personne qui a un problème avec son iPhone, elle arrive avec son iPhone, elle est très fière, elle est comme ça, avec sa montre
Apple Watch. D'ailleurs, tu lui demandes l'heure, elle te dit « Ah bon? Tu veux pas plutôt que je te commande un Uber ?» Voilà. Bref, je dis que je préfère les gens qui ont des Apple Watch, enfin des iPhones, parce que quand ils viennent me demander de l'aide sur leur téléphone, je leur dis bah, va au Genius Bar. Ils ont des Genius Bar, ils ont des Genius chez Apple. Okay. Autre compétence plus difficile à acquérir, néanmoins qui peut être utile, maîtriser les convecteurs temporels pour mettre en production hier. Voilà. Ce sont voilà, les compétences de base pour entrer sur le marché du travail. Voilà. Et le marché du travail, mais évidemment, le travail, c'est pas ce qui manque. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les codeurs peuvent travailler sur des applications qui vont toucher des millions, voire des milliards de personnes. Voilà. Parce qu'en parlant de milliards, qui est-ce qui crée la valeur aujourd'hui, hein? Galvanisons-nous. C'est nous, ce sont les codeurs. Il suffit d'une petite ligne de code, il suffit d'un petit logiciel pour créer des milliards, comme par exemple chez non, bon, mauvais exemple. Chez Volkswagen, bon, le mec, il bricole le code pour bricoler les tests d'évolution, c'est pas bien, non. En fait, nous les codeurs sommes des gens souvent très éthiques, très respectueux, à vrai dire tellement que nous les codeurs faisons partie logiquement des personnes qui piratent le moins. Voilà, c'est vrai. Ah merde, bon, faites pas gaffe, c'est info positif, en plus chez Microsoft. J'imagine tout le monde développe sur Windows ici. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai une anecdote, et il y a un mec qui a un entretien, il me dit, je lui dis, bah, quel OS tu maîtrises? Il me dit, bah, je maîtrise les deux, Windows et macOS. Bah, il en manque un. Bref, du coup, voilà, ça, c'est comment on devient codeur. Donc je dis à ma mère, voilà, c'est comme ça qu'on devient codeur, comme ça qu'on devient passionné et qu'on code et qu'on se met à faire ça, voilà, souvent matin, midi et même soir. Et je vous dis d'ailleurs, pour reconnaître un codeur, pour reconnaître un développeur, il y a des petites astuces, puisqu'ils partagent souvent des petites caractéristiques qui vont, qui permettent de le reconnaître, comme par exemple le rapport au presse-papier. Le rapport au presse-papier. Je ne sais pas vous, mais moi quand je fais CTRL-C, enfin pomme C pour les enfants, donc quand je fais CTRL-C, eh ben, je sais qu'il y a un truc qui se passe dans ma tête, il faut bien se passer le Big Bang, je sais qu'à un moment donné, il faudra que je fasse CTRL-V. Voilà. La dernière fois d'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait CTRL-C, et là je suis interrompu dans mes tâches, le temps passe, je rentre chez moi, la soirée passe, je me couche, et là je ne dors pas, je me tourne dans mon lit, je me tourne, et voilà, je ne retrouvais pas le sommeil, et donc comment j'ai pu retrouver le sommeil? Je suis allé sur le clavier faire un CTRL-V, salvateur. Bon évidemment c'était par sœur idiote, mais... Voilà, d'ailleurs, qui dit CTRL-C, CTRL-V, dit CTRL-S. Un codeur, c'est quelqu'un, plus il attend avant de sauvegarder, plus il fait CTRL-S. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça, pour être sûr, ça te stresse. Voilà. Ça, c'est le rapport au presse-papier. Il y a une autre petite compétence, une caractéristique un peu plus mystérieuse. Nous, les codeurs, c'est une sorte de sixième sens, on voit les adwares. Je ne me l'explique pas vraiment, c'est une sorte de sixième sens. Hein. Peut-être qu'on a acquéri à force de parcourir les affres des interwebs, voilà. Et en tout cas, bah, nous, par exemple, sur ce genre de... Là, nous, sur, par exemple, là, test de... On sait très bien que le démarrer, c'est un faux, c'est un piège. Et oui, c'est en français, alors que tout le reste, c'est en anglais. Ou alors, sur ce genre de page, toi, tu sais quel est le bouton download? Toi, tu le sais. Mais le noob, lui, ne sait pas. D'ailleurs, des fois, il y a des amis, j'ai envie d'aller les voir et de leur dire Internet, ça doit être dur, non? Ça doit être compliqué. Hein. On dit les mecs, ils doivent galérer des fois. Nous, c'est normal, c'est standard. Ils galèrent, le noob galère, mais en réalité, nous aussi, on a nos galères. En parlant de petites caractéristiques du codeur. On a nos galères. J'ai un ami CTO.
excellent, excellent codeur, hein, vraiment une pointe. Il est capable, voilà, il est polyglotte multilangage, il connaît toutes les bases de données, il est capable de compiler le kernel Linux, de refactorer le code des autres, voire même de faire des estimations précises de temps. Mais il y a un truc sur lequel il bute, tout comme moi, on bute, on n'arrive pas à nommer les variables. C'est un truc de barre, hein, honnêtement. Quand tu fais une requête de base de données, le tableau qui revient, tu as envie de l'appeler data. Hein, voilà. Moi, j'ai voulu tout arrêter des fois, parce que c'est juste data. Data, non, ça va pas. Autre petite caractéristique du codeur, justement, alors des fois, il va prendre beaucoup de temps pour choisir sa variable, mais donc, autour de lui, le temps peut avoir un effet un petit peu bizarre. Donc, quand tu vas lui demander une tâche, des fois, au codeur, il va te dire 5 minutes. Le problème, c'est qu'il y a les 5 minutes, voilà, avant d'ouvrir le projet. Hélas, des fois, le 5 minutes devient très vite 1 heure. Ce qu'on appelle le 5 minutes, 1 heure. Dans certains cas, c'est rare, il faut aussi admettre qu'il y a le 5 minutes demain. Et dans certains cas, encore plus rares, hein, mais on va admettre qu'il existe, des fois, c'est 5 minutes, oublie-moi à tout jamais. Donc je parlais de caractéristiques de codeur, de galères de codeur. On peut aussi parler de nos petits défauts de codeur, voire nos tops, Et moi j'ai un petit problème, alors est-ce qu'on peut appeler ça un top? J'ai un rapport particulier avec les boîtes de matériel. Moi les boîtes, je les jette pas. Voilà. La dernière fois, il y a quelques années, je suis allé à rue Montgalet, voilà, j'ai acheté mon premier ordi, bon ça je vous dis ça, il y a quelques années, c'était à 8 ans. Hein. Donc le mec m'a dit garde les boîtes, donc le matos est à la poubelle, la garantie est passée, j'ai toujours les boîtes. On sait jamais. Petit top de codeur. Et du coup, voilà, ma mère me dit, la dernière fois, bon voilà, une fois que je lui ai expliqué ça, elle me dit, bah, d'ailleurs, toi et Jérémy, vous devez sortir, vous êtes toujours devant l'ordinateur, vous n'avez pas d'amis, sortez un petit peu. Sors un peu, Camille. Vois des amis. Je dis non, il n'y a pas besoin. Stack Overflow. Stack Overflow, c'est un truc de dingue. Il y a des mecs sur Stack Overflow, je ne sais pas comment ça se passe. Le mec, bon, le premier mec, c'est un noob, peut-être. Voilà, il a une question très simple. Mais lui, il ne va pas sur Google, il ne lit pas le manuel, il pose la question et il attend. Tu te demandes ce qui se passe sur le projet, tu vois, il attend, il doit être là devant son ordinateur, il n'a pas voulu googler. Mais le pire, tu le connais. C'est le mec, il a exactement le même problème que toi. Et il ne poste pas la solution. C'est bon, il dit juste ça va, nickel, j'ai trouvé, au revoir, salut. Balance la solution, mec. En parlant de forum, nous, en tant que codeurs, on se retrouve souvent à poser des questions improbables sur les forums. C'est vrai, hein. Moi, je fais par exemple de la domotique. Ouais, je fais de la domotique, je suis un codeur. Bon, chez moi, je m'amuse à coder. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui font la même chose. Donc, la lumière, donc le truc de base, c'est-à-dire, j'arrive chez moi et, la condition est, il fait nuit, on allume la lumière. Ouais, le truc de base. Donc, je vais sur un forum poser une question toute bête. Comment savoir si c'est le jour ou si c'est la nuit? Il y a un mec qui me répond, regarde par la fenêtre. Je dis, c'est pas faux. On se retrouve à poser des questions un peu de merde sur les forums. Mais bon, au final, c'est vrai qu'on passe pas mal de temps dans nos grosses. Sauf que, voilà, à des moments, on sort. On sort pourquoi? Pour aller au rendez-vous client. Bien sûr. Bien sûr, on va au rendez-vous client. La dernière fois, est-ce que c'est bien ça? Oui. La dernière fois, j'ai le chef de projet qui vient voir, il me dit Thomas, viens au rendez-vous. Il y a leur directeur technique qui vient, ça va être chaud, il va poser des questions. Je n'ai pas de problème, je viens, je réponds aux questions. Je me pointe au rendez-vous, donc déjà j'attends 2 heures, parce que bon, déjà pendant 2 heures, il parle de choses et d'autres. Puis à la fin, ils font. Donc le directeur technique est tout à fait un chef de projet, bien sûr, hein, un chef de projet technique. Il fait question technique, est-ce que le site sera codé en HTML5 au vol? Donc je dis ouais, et je dis même pour le même prix, tu auras du CSS3. Est-ce que c'est tout? Il me dit ouais, c'est tout. Voilà, 2 heures de perdu, juste
pour cette question technique. Et ça, il n'y a rien de pire pour énerver un codeur. Perdre du temps, rien de pire pour énerver un codeur, même si, justement, parlons-en. Qu'est-ce qui énerve le codeur? Ah, j'ai noté plein de trucs qui énervent le codeur parce que c'est un truc de fou, notre profession. Il y a vraiment plein de trucs pour nous rendre dingues. Premièrement, l'IDE. Voilà. L'IDE, c'est un... En fait, on passe tellement de temps devant l'ordinateur qu'à un moment donné, en fait, on développe un rapport relativement particulier, déjà avec l'ordinateur, mais surtout avec l'IDE. Parce que déjà, on passe plus de temps avec son IDE qu'avec sa femme, son conjoint. Et du coup, d'ailleurs, l'IDE, comme le conjoint, n'aime pas l'infidélité. Donc, la dernière fois, quand tu modifies un fichier en dehors de l'IDE, qu'est-ce qu'il fait? Il fait. Et bien, il fait la tronche. T'as beau faire F5 et tout, non, terminé, Eclipse, tac. Ou alors, un beau jour, t'arrives au boulot, t'as rien fait, t'allumes l'IDE, pas d'autocomplétion aujourd'hui. T'as rien fait. Alors peut-être que t'as fait un raccourci clavier que tu connais pas sans faire exprès, et après, là, pour retrouver dans le fin fond des menus, ça, l'IDE, c'est un truc de fou. Mais il y en a un, par ailleurs, en parlant d'énervement de codeur, il y en a un qui n'est pas le dernier pour nous énerver, c'est Chrome. Chrome, je me souviens, effectivement, on a bien aimé Chrome qui est arrivé, bon, et il s'est mis à prendre la mémoire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il demande de la mémoire en plus. Très bien. Donc, tu lui files de la mémoire en disant, voilà, ça va accélérer le poste de travail, Skype, l'IDE et tout. Donc, très bien. Tu lui files de la mémoire, et les IDE, eux, peuvent aller se faire foutre. Ça, Chrome, hein. Autre moyen d'énerver un codeur, tu casses la cascade d'un CSS. Ah, ça, ils n'aiment pas. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y a des intégrateurs CSS dans la salle, mais quand on lui casse la cascade de l'intégrateur CSS, il n'aime pas ça. Pour énerver le front-end développeur, autre astuce, tu lui balances du BR. Ah, ça, ils n'aiment pas ça, le BR. Ah non, ouais, c'est normal. Autre moment difficile, délicat. La dernière fois, donc, comme vous, matin tranquille, je veux juste modifier un petit fichier JSON ou XML. Et là, erreur, faute, je double-clique. Qu'est-ce qui se pointe? Visual Studio. Erreur, faute. Et là, du coup ça, 10 minutes pour récupérer, pour récupérer tout le bordel. Eh, bien sûr. Mais là, 10 minutes, c'est gentil. Parce que la dernière fois, moi, j'avais besoin d'un petit logiciel à la con, genre retouche audio, un truc particulier, donc je me rends sur, par exemple, SourceForge, voilà. SourceForge, je télécharge n'importe quel un logiciel qui va bien et tout. J'ai le next un peu trop rapide, et là, tout d'un coup, ton ordinateur voilà, est défiguré. Voilà. Faut faire attention, hein. Faut pas avoir le next trop rapide, un petit moment d'inattention et voilà, le My Web Search Toolbar, voilà. Quand j'arrive chez mes parents et qu'il y a ça, je dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qui est, encore une fois, comment énerver un codeur. Et une autre façon encore d'énerver un codeur, notamment d'énerver un collègue, tu lui balances du point d'exclamation dans les tickets. À ça, un point d'exclamation, il n'y a rien de tel pour énerver un codeur. Mais vraiment, la dernière fois, j'avais envie de. Un codeur qui m'a bien énervé, je lui ai balancé 2 points d'exclamation, il a posé sa démission. Ah bah, ça, avec un bon urgent comme ça, là, ils n'aiment pas ça. Mais le vrai problème qui énerve le plus le codeur, c'est quand c'est les autres codeurs, bien sûr, touchent son code. Et la dernière fois, d'ailleurs, en parlant d'énervement, il y a un sujet que je ne peux pas vraiment éluder, surtout en étant un Microsoft User Group. La dernière fois, il y a ma mère qui vient me voir, elle me dit, elle a un petit air taquin, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, dis donc, c'est quoi le problème avec Internet Explorer? 10 ans d'évangélisation, hein, désolé, hein, mais quand même, 10 ans d'évangélisation anti-IE, mettre l'icône Firefox à la place et tout cacher, et elle me demande, c'est quoi le problème avec Internet Explorer, tu vois?
Un jour, chez Microsoft, dans 50 ans, ils feront des excuses publiques. Ils ont des générations qui ont été sacrifiées, des générations de codeurs ont été sacrifiées à cause d'IL6. Donc voilà, un jour, ils seront désolés, les gars. Vous savez, on attend ça. Mais donc, comme les codeurs peuvent être un petit peu tristes, bah, on peut nous consoler, et notamment avec des cadeaux. Alors bon, là, c'est plus trop la période de Noël, mais je me souviens que j'avais traité le sujet de Noël, et donc, la question des cadeaux, les super idées de cadeaux que nous, les codeurs, on nous fait. Eh oui, parce que tout le monde a des super idées de cadeaux pour nous. Donc, notamment, première idée, un truc USB débile. Ça, c'est... si vous ne l'avez pas vu, vous l'aurez. Ou alors, autre idée géniale qu'on nous offre, un t-shirt de geek. Voilà. Très drôle. Autre mauvaise idée de cadeau, un Blu-ray de Star Wars. Alors, ça, il faut expliquer très simple. Je dis à ma mère, écoute, le Blu-ray de Star Wars, soit je l'ai déjà, soit je ne l'ai pas, c'est que je ne le veux pas, j'ai déjà le MKV sur mon NAS. Hein. Voilà. Ou autre idée de cadeau, limite déprimante, une licence Mira. À ce moment-là, tu as envie de dire, balance la thune, ça va financer le side project. Les side projects. Ah, ma mère me dit, mais c'est quoi cette histoire de side project? Ça veut dire que le soir ou le week-end, vous codez? Je dis, ouais, on code le soir et le week-end. Quand on a le temps, quoi. Ah bon, donc, mais c'est quoi exactement le side project? Je lui dis, écoute, le side project, c'est simple. C'est un projet qui n'a jamais vraiment commencé, qui n'a jamais vraiment terminé. Et ouais. Alors, du coup, elle me dit, ah bon, alors j'explique cette question de side project et tout. Et elle me dit, bah, dis donc, c'est-à-dire que vous, les codeurs, le code, vous kiffez ça et tout. Je dis, ouais, beaucoup, ils adorent ça, ils codent le soir, le week-end, ils apprennent des choses différentes, la journée, le soir et tout. Ah bon. Mais c'est vrai, quand même, mine de rien, des fois, on peut avoir des petits doutes. Des petits doutes parce que on peut bien parler de tous ces frameworks, tous ces plugins, toutes ces librairies. À un moment donné, est-ce que c'est pas, in fine, souvent pour placer la bonne pub au bon endroit, au bon moment, pour le bon utilisateur? Et ouais. Mais non, à un moment donné, j'ai envie de dire non. Non, parce que des fois, tu as une fonction qui est tellement magnifique. Voilà. Tu as tellement été bon en créant cette fonction qui a été réutilisée, qui a bien factorisé ton code. Tu as envie de le mettre sous cadre. Tu as envie d'encadrer ton code. Tellement c'est beau. Tellement c'est magnifique. Tellement c'est magnifique. Bon. Sauf qu'il y a un problème, c'est que chaque année, je ne sais pas si vous constatez ça, chaque année, tu regardes le code de l'année d'avant, et tu te dis que tu devais être bourré, en fait. Ou alors, voilà, est-ce que tu ne fais que écrire du code débile, d'année en année? Et du coup, des fois, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas tout arrêter? Est-ce qu'on ne devrait pas sortir un petit peu, voilà, devenir peintre, aller à la montagne, arrêter de coder, tout ça, et en fait... Ah, attendez. Oui, allô? Quoi? Un bug en production? Sur le framework? J'arrive. Bon, écoutez, à un moment donné, il faut arrêter de rigoler. J'ai un bug en production, donc je vais y aller. Donc je vous dis bonne soirée et à bientôt. Salut! Voilà, c'était la fin. Donc, pas vraiment de questions-réponses, mais j'espère que... Donc, comme vous le voyez, c'est inspiré de notre blog, qui d'ailleurs continue à se développer. C'est-à-dire que là, on a fini de vendre les premiers livres. Donc, juste un petit mot d'histoire. Comitrip est né il y a 4 ans, donc, effectivement à Lyon, sur l'idée de raconter les anecdotes de codeurs que je rencontrais, hein, parce que donc moi, ça fait 8 ans que j'ai ma boîte. Et j'ai vu un grand nombre de problèmes. Hein. Alors c'est plutôt une petite boîte web, mais je connais aussi les problèmes de plus grandes SS2I, de plus grandes boîtes, différentes technos. Et au final, on s'est mis en tête de raconter ça. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Le blog suit bien son cours, puisqu'on a quand même des beaux chiffres. Là, on parle de 200 à 300 000 visiteurs uniques par mois, dont 65% en dehors de France. Donc c'est cool.
Et donc, ça nous permet de notamment bouger un petit peu aux conférences. Donc, par exemple, la semaine prochaine, on sera à EclipseCon à Toulouse. Après, on ira au Web2D à Nantes. Et même là, par exemple, on fait aussi, on est en train de dessiner, c'est un peu secret, mais je vous le dis quand même. On est en train de dessiner tous les speakers de DockerCon aux US, là. Donc c'est cool. Et 2-3 autres sujets comme ça. Par contre, notre autre actualité, ce sera à la rentrée, on va lancer une deuxième levée de fonds en crowdfunding, comme on avait fait la première. Donc, pour une nouvelle édition du livre. Alors évidemment, on n'est pas très papier, nous autres codeurs, mais voilà le petit objet, ok. Et en plus, c'est une façon de rendre le blog viable, donc notamment pour financer Étienne, le dessinateur qui est pratiquement à plein temps, comme vous imaginez. Bah, toute la journée, en fait, il met voilà, 3/4 d'une journée à faire une script, donc ça dépend si elle est compliquée ou non. Mais donc, moi j'écris 1 heure par jour, je prends environ 1 heure par jour. Et le soir, bah, on fait traduire par un anglophone natif. Et à 19h, 19h30, on essaie de poster. Voilà. Donc quand vous verrez que la strip arrive à 19h30, voilà, on aura fait le taf. Si elle arrive un peu plus tard, c'est qu'on est en rush. Et s'il n'y en a pas du tout, c'est que voilà, il y a un petit problème. Donc en tout cas, merci d'être venu, c'est cool. Bon, on va peut-être faire le petit apéro. Et puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et j'ai quelques stickers d'ailleurs, donc je vais vous donner ça. Voilà, merci. Merci. Voilà, donc l'apéro.